Oui, ça y est, enfin, je suis de retour, les amis, 1 heure d'épisode, mais avant ça, non, ne zappez pas, s'il vous plaît, je dois vous parler une petite minute de quelque chose très important. Ensuite, vous avez tout le temps de regarder la vidéo. Comme vous avez pu le remarquer, j'ai pas posté d'épisode depuis 3 semaines. Non pas parce que je ne voulais pas, mais parce que je ne le pouvais pas, pour un certain nombre de raisons que je vous expliquerai ultérieurement. Néanmoins, c'est pas parce que j'ai pas pu poster et mettre en ligne que je n'ai pas pu tourner. Et entre le 14 et le 27 janvier, j'ai tourné 5 épisodes de Je suis pas content que je n'ai pas pu mettre en ligne. Et une fois que j'ai retrouvé la possibilité de mettre une vidéo en ligne, je me suis dit, mais putain, je vais pas mettre des épisodes qui ont 2 semaines de retard sur l'actu, ça n'a aucun sens. Et finalement, de nombreux abonnés m'ont demandé de la poster, de poster ces épisodes quand même, donc du coup j'ai décidé de le faire. Sauf que j'avais pas l'intention de poster les 5 vidéos, ça aurait été un peu du foutage de gueule étant donné qu'on est maintenant au premier tiers de février, donc j'ai décidé de tout rassembler en un seul gros épisode d'1 heure. Cet épisode est un patchwork de tout ce que j'ai tourné la deuxième quinzaine de janvier. C'est pourquoi vous verrez qu'à de nombreuses reprises, je change de fringue, de taille de barbe, d'éclairage, de cadrage, et surtout que, pour des raisons sur lesquelles on reviendra ultérieurement, je suis profondément exténué. 2 petites précisions concernant l'épisode. La première, j'ai décidé de ne pas parler de l'affaire Mila. J'ai tourné 25 minutes dessus et je ne les ai pas rajoutées à cet épisode. Pourquoi? Parce que, au terme du montage, je suis arrivé à la conclusion qu'il fallait retravailler cette partie et en faire surtout un off, c'est-à-dire une vidéo plus sérieuse sur cette question-là. J'ai donc choisi de la mettre de côté pour plus tard. Et la deuxième chose, c'est que la première partie qui traite du coronavirus, eh bien entre le moment où j'ai tourné la vidéo et maintenant, les chiffres ne sont plus les mêmes. Donc je vais vous les donner, c'est important pour la compréhension de l'épisode. Au moment où j'enregistre cette séquence, il y a à peu près 800 morts en Chine pour 37 000 infections. En France, 5 infections de plus que ce que je dis dans l'épisode et toujours 0 mort. Et si je n'ai pas retourné les séquences, c'est parce que je pense que ces nouveaux chiffres ne changent pas grand-chose à l'analyse que j'avais faite au moment où j'ai tourné l'épisode. On est 65 millions en France et je trouve que pour un nombre de personnes infectées inférieur à 10, avec toujours 0 mort, nous parler de menaces graves et oppressantes et présentes le matin, le midi, le soir et dans le JT de la nuit à la télé en permanence, ça fout la chkoumoune aux gens, c'est contre-productif et c'est surtout une escroquerie pour nous faire croire que le gouvernement est là et travaille sur des vrais sujets qui relèvent de la vie des Français, puisque bien évidemment c'est pas un sujet clivant. Quant à la dernière partie de l'épisode, elle traite, des prises de bec entre la France Insoumise et le CRIF. C'est un sujet qui date un peu, mais vous étiez nombreux à l'époque à m'avoir dit « Pourquoi t'en as pas parlé? Pourquoi t'en as pas parlé ?» Vous souhaitiez que j'en parle, moi pas trop au départ, mais bon, finalement, je joue le jeu de la démocratie, je vous écoute, et donc j'en ai parlé. Je reviendrai, quoi qu'il arrive, bientôt vers vous pour vous parler du projet que je monte depuis 6 mois et qui va être lancé cette semaine. Un vieux rêve de gosse qui va se réaliser. Je lance enfin le jeu de société Vive la France. Vous le savez, je suis un passionné de jeux de société, et c'est un vieux rêve de môme que j'ai pu réaliser grâce à un ami qui est abonné à cette chaîne, et je pense que dans pas trop longtemps on va se marrer. Enfin, vous allez vous marrer, parce que moi un peu moins, étant donné que déjà à l'heure actuelle une plainte est en train d'être constituée contre moi pour incitation à tu mets ce que tu veux. Oui, une plainte pour un jeu de société, tout à fait. Je vais peut-être aller au tribunal pour avoir sorti un jeu de société. Ouais. C'est 2020, donc je vous expliquerai ça bientôt en vidéo. Mais là voilà, je vais enchaîner rendez-vous avec l'avocat, rendez-vous avec l'huissier, un petit détour par le commissariat de police, parce que visiblement j'ai été dénoncé à la plateforme Pharos, oui, qui s'occupe entre autres des questions de terrorisme. Tout à fait. C'est hallucinant ce qui est en train de se passer. Sur ce, je vous emmerde pas plus. Je vous laisse en compagnie de moi-même, du coup, pour cet épisode. Et je vous dis à très très vite. Je vous embrasse très fort. Je vous aime. Merci. Oh, je suis pas content, il y a le coronavirus qui arrive en France. Oui, le coronavirus. Nous venons d'être informés que nous avons ce soir un 4e cas confirmé. Il s'agit d'un touriste âgé qui est actuellement hospitalisé en réanimation à Paris. Après, soyez rassurés, Agnès Buzyn, enfin la grosse buse, on va l'appeler, notre sinistre de la santé, a immédiatement réagi avec une stratégie très simple, mi-Obi-Wan Kenobi, mi-Docteur Pèlerin. Le nuage de Tchernobyl ne passera pas. Sauf que malheureusement, 2 heures après nous avoir fait un hashtag y aura rien,
boum, dans le cul, les premiers cas arrivent. Donc automatiquement, on partait mal pour la crédibilité, mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est qu'elle ait proposé des mesures adéquates et à la hauteur des enjeux et du problème. Tous les aéroports internationaux sur le sol français ont des affiches qui donnent la conduite à tenir pour les voyageurs. Ah bah voilà, ça c'est une mesure adaptée, ça c'est une mesure efficace. Alors ça c'est vraiment... Non mais je rigole parce qu'il y a 15 ans dans le spectacle de Gad Elmaleh, il disait en France on combat le terrorisme avec du scotch. Bah là c'est plus un sketch, c'est 2020, mais ils veulent vraiment combattre une épidémie avec des affiches. Bon après attention, bien évidemment Agnès Buzyn elle a pas fait que ça, je me fous un peu de sa gueule, mais elle a réussi quand même à mettre en place des choses intelligentes et importantes, comme un numéro vert. Pour répondre à toutes les questions qui ne sont pas d'ordre médical, nous ouvrirons demain un numéro vert. Non, mais je vais chialer à un moment, donc je me prends sur moi. Vous avez mis en place un numéro vert. Oui, je sais, Jean Pessimiste, tu vas dire ça sert à rien. Ah, on leur laisse le bénéfice du doute. Très bien. Donc, dédié au coronavirus, pour que les gens puissent poser leurs questions en rapport avec le coronavirus, mais uniquement des questions qui ne sont pas d'ordre médical. C'est-à-dire qui n'ont pas de rapport avec la santé. On est censé vous parler de quoi? C'est quoi le numéro? C'est une hotline? Bonjour, je vous appelle. Ma femme me casse les couilles. En fait, voilà, il y a 2 heures de file d'attente chez Lifoul, j'ai pas envie de passer à 23 heures. Donc je vous appelle. C'est à ça que ça sert? Ça n'a pas commencé depuis longtemps, 2020, mais je sens que ça va être long. Après, il y a des gens qui vont me dire, oui, non mais t'es dur, avec le gouvernement, tu racontes n'importe quoi, ils ont fait des trucs, oui, effectivement, ils ont décidé de rapatrier 200 personnes de la région du Han. Bon, ça me semble être le minimum syndical, mais pour tous ceux qui vont me dire, ouais, non mais Air France a décidé de suspendre ses vols entre la France et la Chine, oui, mais pas à la demande du gouvernement, hein, suite aux demandes des salariés. Après, attention, hein, je suis pas en train de dire que le gouvernement ne fait rien, je dis juste qu'ils ont extrêmement mal démarré. Et il y a plein de gens qui disent, ouais, ils font pas assez, mais qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent de plus? Vous voulez quoi, qu'on ferme les frontières entre la France et la Chine? Après, on va pas leur jeter la pierre, hein, s'ils proposent rien, c'est parce qu'il y a rien. Non, mais il y a rien. Là, Agnès, elle nous a dit, je m'exprimerai tous les jours devant les Français si cela est nécessaire. Ah bah, va falloir trouver des trucs à se dire alors, parce qu'on va vite se faire chier. Embarque les Mikado, moi je te le dis tout de suite. Il y a que dalle. 4500 infections en Chine, 107 décès pour une population d'1,3 milliard de personnes. En France, 4 personnes infectées, 0 mort pour une population de 65 millions. Tu veux que je te donne les probas? Coronavirus is the new H1N1, t'as compris? Mais en version beaucoup plus cheap. Même l'OMS a déclaré pendant des semaines que c'était pas une urgence sanitaire mondiale, avant effectivement hier de nous dire que, ah bah oui, finalement, bon, c'est une urgence sanitaire internationale, mais ça veut rien dire. La seule chose qu'ils disent, c'est que les États, dans leur ensemble, parce qu'il y a quand même une solidarité internationale, doivent faire en sorte que le virus ne se propage pas dans les pays dont les systèmes de santé sont les plus faibles. Ce qui n'est pas le cas de la France. Hein. Mais vu que bien évidemment les virus, bah, ça s'arrête pas aux frontières, ils recommandent aux États de détecter la maladie, de l'isoler et de la traiter. Ah oui, on soigne les gens en France. Hein. Après, c'est toujours bon pour gratter un petit billet, que ce soit la pharmacie du coin qui va nous vendre des pchit à 19 €, bon contre le coronavirus, attention, hein, il faut le mettre sur l'affiche. Ou que ce soit l'Union Européenne qui a demandé à ce que soit levé 10 millions d'euros aux États membres afin de faire avancer la recherche sur le coronavirus. Alors que les Chinois sont déjà largement en avance sur nous sur cette question. Après, encore une fois, je suis pas Madame Irma, je dis pas que ça ne peut pas dégénérer. Il y a toujours un risque, aussi infime soit-il, que ça dégénère dans des proportions catastrophiques. Je dis juste que l'abattage médiatique qu'on fait autour de ça est complètement disproportionné. Ça peut très bien dégénérer, mais en 2019, il y a eu 3000 personnes qui sont mortes de la grippe hivernale en France. On est bien d'accord qu'à part 8 secondes d'insert en JT, début de JT chez Jean-Pierre Pernaut, on n'a rien eu. Là, on nous en rabâche les oreilles en permanence tous les jours. Ça me semble légèrement disproportionné au vu des autres sujets de l'actualité française qui, étrangement, ont une légère tendance, pour certains d'entre eux en tout cas, à passer au second plan. C'est un peu gros. Voilà, c'est un peu gros. Après, c'est bien d'essayer de nous montrer que vous essayez de faire des trucs, mais on n'y croit pas vraiment. Professeur Didier Raoult, une épidémie de coronavirus fait l'actualité en Chine. Doit-on craindre quelque chose? Vous savez, c'est un monde de fous. Moi, ce qui se passe, le fait que des gens soient morts de coronavirus en Chine, vous savez, je ne me sens pas tellement concerné. Pour vous dire la vérité, nous, on estime qu'il y a probablement 6 à 7 morts par les coronavirus qui circulent en Europe à Marseille par an. Comme on soigne à peu près 1% de la population, ça veut dire qu'il y en a probablement 600 par an qui sont morts en France.
personne n'en parle. Là, on vient d'avoir une réunion sur le virus respiratoire syncytial qui tue en moyenne depuis quelques années 19 personnes par an, ce qui veut dire qu'il y a probablement 1900 personnes qui en meurent par an en France, dont personne ne parle. Et donc c'est vrai que le monde est devenu complètement fou. C'est-à-dire qu'il se passe un truc où il y a 3 Chinois qui meurent et ça fait une alerte mondiale, l'OMS s'en mêle, ça passe à la radio, à la télévision. S'il y a un bus qui tombe au Pérou, on va dire les accidents de la route tuent de plus en plus, tout ça est fou. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune lucidité, et alors en particulier pour les maladies infectieuses, parce que les maladies infectieuses sont des maladies d'écosystème, c'est des maladies écologiques, les maladies infectieuses, c'est-à-dire que vous n'avez pas les mêmes maladies dans la zone intertropicale humide, vous n'avez pas les mêmes maladies s'il y a des moustiques ou s'il n'y en a pas, s'il n'y a pas de moustiques. Pendant l'hiver, vous n'avez pas... Les maladies transmises par les moustiques sont des maladies d'importation qui peuvent donner quelques cas secondaires, mais qui ne s'implantent pas si vous ne touchez pas le sang des gens qui sont morts de Ebola. La chance que vous attrapiez Ebola est proche de zéro. Et donc, Ebola, par exemple, on ressort ça des tiroirs tous les 4-5 ans. Moi, la première fois que j'ai entendu parler de ça, c'était en 1976. Alors, à chaque fois, on me demande est-ce qu'il va y avoir des Ebola en France. À chaque fois, je dis non. Et donc, si vous voulez, à chaque fois qu'il y a une maladie dans le monde, on se demande si en France, on va avoir la même chose. Ça devient complètement délirant de ne pas s'occuper des maladies qui existent. On ne les regarde même pas, on ne les identifie même pas, on s'en fiche. Et on regarde ce qui se passe en Chine. C'est tellement dérisoire que ça finit par être hallucinant. Ça veut dire qu'il n'y a plus aucune connexion entre l'information et la réalité du risque. Mais aucune du tout. Avant, la connexion était assez distante. Maintenant, c'est devenu totalement délirant. Et comme ça ne va pas s'arrêter, parce que les Chinois sont devenus extrêmement bons en virologie, parce qu'ils ont fait ce que n'ont pas fait les autres pays, une approche d'analyse systématique de séquences de l'ADN et de l'ARN, eh bien, ils découvriront de plus en plus de virus, et comme ils sont 1,6 milliard, vous n'avez pas fini d'avoir des alertes. Hein. Et le pire, c'est que vous foutez la chkoumoune aux gens avec vos conneries. L'achat de masques anti-pollution a augmenté, les prix aussi. D'accord, hein, et à Paris, c'est encore plus dingue, la consommation dans les restaurants asiatiques a baissé. Ils sont drôles, les bobos parisiens. Pourquoi vous faites ça? C'est-à-dire, vous pensez qu'il y a un risque? C'est-à-dire, vous pensez vraiment que votre nem à 60 centimes là, que vous avez acheté chez Winteng, là, il y a un risque de contamination parce qu'il a été fabriqué le matin même, en Chine et tout, puis exporté par avion à base de produits frais. Ah, c'est beau les illusions. Demandez pas la recette, hein. Alors il y en a qui vont me dire, ouais, mais tu dis que c'est pas une catastrophe, mais bon, tu te bases sur les chiffres chinois, qu'est-ce qui te dit que les chiffres chinois, ils sont vrais? Ah, c'est vrai qu'à l'époque du Stras en 2003, ils s'étaient bien foutus de notre gueule en balançant à tout le monde des chiffres complètement bidons, ce qui avait d'ailleurs été souligné par l'OMS. Sauf que là, l'OMS, il critique plus, hein. L'OMS souligne la bonne collaboration dans l'affaire du coronavirus, hein, du gouvernement chinois, qui fait tout pour réellement tenter d'endiguer la situation et donner des chiffres qui sont les plus crédibles et les plus vérifiables possibles. Je dis pas qu'ils arrondissent pas. Je te dis que là, ils tentent de faire bonne figure. Et pour une raison très simple, parce que leur leader suprême local, là, Xi Jinping, là, bah, il est pas très bien en ce moment, il se fait pas mal attaquer, et il a besoin de se refaire une santé. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il fait comme n'importe quel chef d'État, il prend un sujet qui ne divise personne, parce que ce soit en France ou là-bas, il y a personne qui dit « Ah, c'est scandaleux, comment le gouvernement lutte contre ce virus, moi j'étais pour ». Bah non, il n'y a pas. Hein, donc ce genre de sujet, c'est très facile, que ce soit en Chine ou en France, pour donner l'impression que le gouvernement est là, qui fait des choses, qui parle tous les jours du dossier, quitte à ce que Agnès Buzyn revienne tous les jours à la télé, et qu'on soit chef d'État en Chine ou en France, bah l'occasion est bonne à saisir. Hein, on peut s'occuper d'un sujet avec lequel tout le monde est d'accord, bien évidemment, donner l'impression que le gouvernement est hyper présent et hyper actif, et puis mettre un peu de côté aussi les sujets qui fâchent. En France, réforme des retraites, et en Chine, la crise des Ouïghours. Après, attention, nos politiciens ont totalement de la légitimité, par contre, pour s'exprimer sur cette question. C'est un sujet éminemment politique, le coronavirus. Ah, bien évidemment, vous avez pas écouté AJ+. Ah bah, bien évidemment qu'ils y sont allés, tu crois quoi? À peine le pigiste, il avait appris à prononcer le nom du truc correctement, que la vidéo était déjà dans les starting blocks. Je vous la donne en 1000. Depuis que le coronavirus est arrivé en France, ils ont réussi à trouver 2 Asiatiques qui ont dû changer de RER, et ça y est, la France est devenue, encore une fois, un pays raciste, anti-asiatique, sans parler de cette odieuse une du Courrier Picard qui a mis alerte jaune et qui est donc problématique. Oh là 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 là, vous avez vraiment pas perdu de temps, hein. Vous arrivez toujours à nous rattacher ça
Genre n'importe quoi. Bientôt ça va être... Vous avez vu ce temps de merde qu'on a depuis 15 jours? C'est encore un coup des blancs, ça. Hein. Le pire, c'est le nombre de cons qu'il y a pour mordre à l'hameçon, quoi. Top commentaire, bien évidemment, celui qui est liké en tête. Les Français n'ont vraiment pas besoin de grand-chose pour laisser s'exprimer leurs véritables identités naturelles. Ah oui, il y a des S, dis donc. On a plusieurs identités naturelles de racistes invétérés. Ah bah, je crois que le mec a voulu mettre des S partout. S'il fallait encore des preuves, 3 petits points. Et ben voilà, job is done. Petite question là, parce qu'on parle de coronavirus, on parle de santé publique. Quand est-ce qu'on fait interdire à J+, qui est en train de provoquer une guerre civile en France, au nom de la santé publique? Parce que là, je te jure, je pense qu'on pourrait mesurer les pertes de QI réelles d'un spectateur régulier d'AJ+. On peut faire passer ça sur la santé publique, hein. Je te jure, c'est jouable. C'est de la merde, votre truc. Enfin, je dis truc parce que je peux même pas vous dire rédaction. Vous n'êtes peut-être pas une rédaction. Ça n'a aucun sens. C'est ni fait, ni à faire. Hein, c'est à peu près autant d'intérêt que la dernière vidéo de ce dont je te parle. Et encore, après que Superflame ait rajouté la bande-son. Je sais pas ce qu'ils ont en ce moment les gauchistes, il y a un manque d'inspiration généralisée, en même temps ils ont des activités. Là ils ont pondu le bingo des incels, ouais je suis tombé là-dessus. Alors vous ferez arrêt sur image, comme ça vous pourrez le faire de chez vous, voilà, tranquille. C'est pour savoir si vous êtes un incel. Alors un incel, c'est quoi? C'est un mec qui est frustré et qui aime pas les femmes, du coup. Et donc il est misogyne, il est pas féministe, bref c'est un enculé quoi. Et c'est drôle d'ailleurs parce que si tu prends leur grille là, du méchant droitard, et que t'enlèves à de la sympathie pour Éric Zemmour, t'as la parfaite description du SJW moyen. C'est le jour où vous allez acheter un bouquin de René Girard, ou même un miroir chez Ikea, vous allez vous retrouver juste en face de vous-même en fait. Quand vous allez comprendre que depuis le départ, c'est à vous que vous parlez, ça, je pense qu'il va falloir ouvrir pas mal de cliniques pour dépressifs. En plus, elle est pétée, votre liste. Vous mettez les jeux vidéo dedans, genre, oui, le incel de droite de base, il joue aux jeux vidéo, mais c'est pas possible. Bah non. Les jeux vidéo, une personne qui joue aux jeux vidéo ne peut pas être de droite. Bien évidemment que c'est scientifique, ça vient d'internet. Surtout que là, on n'est pas face à un random complet quand même, c'est Michael J, The Incredible Michael J. Sachant que la droite a cherché à diaboliser les jeux vidéo, les jeux de rôle et ont censuré pas mal de leurs comics et films. Non, un geek de droite, ça n'existe pas. Ouais, il va falloir prévenir 2-3 personnes sur JVC, je pense, que c'est le plus gros repère à gauchiste d'Internet. Petit rappel élémentaire, le dernier gros traumatisme en date sur ces questions-là, c'était Club Dorothée, hein, c'était Ségolène Royal, voilà, Parti Socialiste, donc ça n'a rien à voir. Oh putain, merde, oui, je vous ai pas dit, Ségolène. Ah voilà, c'est fait, c'est triste, mais c'est malheureux, mais c'est... Bah, il y avait des rumeurs comme quoi elle allait se faire virer, ça y est, elle est virée, elle a plus de boulot. Oh là 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 là, j'espère que ça va pas durer longtemps, parce que c'est mauvais pour sa santé. Quoi, vous êtes pas au courant? Ah, parce que vous avez pas écouté Si Bête. Bonne question. Je pense que la réforme des retraites, la retraite en général, c'est la dernière partie de votre vie. C'est à la fois un moment de bonheur parce que vous vous dites je suis libéré du travail, mais en même temps c'est aussi un moment d'angoisse. Et on sait que il y a beaucoup de crises cardiaques, de maladies qui surviennent, notamment chez les hommes, quand on arrête l'activité, parce qu'en quelque sorte il y a un petit vide qui se crée. Et sans déconner, elle a osé. C'est-à-dire que là, la dernière cibetterie, là, c'est qu'elle nous dit elle fait la réforme des retraites, parce que en plus, ça baisse le nombre d'infarctus en France. Alors elle a raison, hein, sur le papier, le chômage provoque de l'anxiété, qui provoque des maladies cardiovasculaires, mais surtout des suicides. Le travail en provoque aussi, soit dit en passant. D'accord. Mais à part le fait que tu ne prends qu'une des données du problème, enfin, quand vous en êtes au point d'invoquer la santé publique pour faire passer une réforme des retraites, c'est que vous avez vraiment plus rien. Après, elle n'a pas besoin d'avoir d'arguments, si bête, puisque de toute façon, elle a raison, il faut la faire, cette réforme des retraites. C'est des technocrates, ils savent mieux que nous, quand même. Vous êtes là, on n'a pas trop compris, mais on sait qu'on va se faire baiser. Bah, bien évidemment que t'as pas compris, puisque tu ne réfléchis pas, toi, le populiste. Est-ce que t'as pensé à utiliser le simulateur du gouvernement? Ah bah voilà, tu l'as pas fait, je savais, mais je suis même sûr que tu savais pas qu'il existait le simulateur du gouvernement. Et bah au lieu de gueuler, vous pouvez savoir exactement combien vous toucherez en allant sur le site du gouvernement, vous pouvez utiliser leur simulateur. Et me dites pas que c'est trop compliqué, la République en marche fait même l'effort sur les réseaux sociaux de montrer des exemples sur comment tout ça, ça marche. Donc dites pas que c'est trop dur pour vous, putain, regardez par exemple, Thomas, agriculteur, en marche, né en 2033. Il a commencé à travailler à 22 ans, en 2025,
Oui, il a commencé à travailler 8 ans avant de naître. Et je vous ai dit qu'il était en marche, le mec. Et il a pris sa retraite en 2068. Et bah, tu sais qu'il touchera 1899 € de retraite par mois. Alors, il aspire pas la confiance, le site? Après, il y a des gens, franchement, ils abusent. Hein. Quand tu vois ce qu'ils touchent par mois et qu'ils osent manifester, c'est vraiment indécent. EDF, par exemple. La rémunération moyenne des salariés d'EDF avoisine en 2017 les 5 000 € bruts par mois. 5 000 €, c'est le salaire moyen de tous les salariés d'EDF. Tout à fait. C'est vrai que c'est un chiffre qui Se ressort. retient. Et il sait pas trop où se foutre, la Pujadas. En même temps, je le comprends, il vient de valider 2 minutes 30 de propagande, hein, histoire de graisser le prolo sur son canapé, histoire de bien l'énerver. Parce que là, je vous ai fait la director's cut, mais il y a 2 minutes 30 de... Oui, alors, ils ont ça comme avantage, ils ont ça comme avantage, ils ont ça comme... Limite, sans de me dire, ils ont des putes et de la coke tous les week-ends. Objectif simple, Joe le prolo dans son canapé, il est énervé, il balance sa 8.6 sur la télé, il va refaire un crédit pour acheter un deuxième écran plat, t'as compris? Après, ils ont probablement raison sur le chiffre, mais il veut rien dire en soi. Pujadas, il est là, tu sais, il est étonné, il te dit, mais, attendez, 5 000 € brut, c'est le salaire moyen de tous les salariés d'EDF? Ça veut rien dire ta phrase. Le salaire moyen de tous les salariés. Oui, c'est un salaire moyen, c'est de tous les salariés. Pas par définition, pas obligé de le préciser. Parce que tu te doutes dans ta tête que quand même, il doit y avoir plus de mecs qui touchent 2000 que de mecs qui touchent 8000. Bah, bien évidemment. C'est sûr que si tu prends une boîte random, que tu prends 9 prolos qui touchent le SMIC et que tu prends un type qui gagne 3 briques, ah bah, avec ta division par 10, tu les obtiens aussi, tes 5000. Là, vous auriez été pertinent, c'est à parler de salaire médian. C'est-à-dire quel est le salaire le plus touché en règle générale quand tu bosses à EDF. Et tu regardes un agent électricien, par exemple, c'est 1009. Surtout que le fait de nous dire qu'ils sont privilégiés, encore une fois, ils sont privilégiés par rapport à quoi? C'est le référentiel de départ qui est important. On vit dans une société de l'ubérisation. T'as bien compris? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la règle, c'est Uber. C'est-à-dire qu'un mec qui a un CDD aujourd'hui, c'est un privilégié dans le monde du travail de 2020. Tu vois où on se situe? Donc, ils sont privilégiés par rapport à quoi? Surtout que vous parlez de quel EDF? L'EDF de maintenant ou l'EDF de demain? Parce que c'est déjà plus l'EDF d'hier, depuis qu'il a été partiellement privatisé, c'est déjà plus la même chose. Et puis l'Union Européenne, elle l'a dit là encore. Elle l'a dit en janvier, ça va pas assez loin sur la privatisation d'EDF, faut ouvrir plus, faut plus de flexibilité, donc faut plus de salaire à la baisse. Et c'est d'autant plus pratique de cracher à la gueule d'EDF que le gouvernement est en train d'essayer de relancer un plan pour sauver le modèle nucléaire français en une sorte de pseudo-renationalisation, mais qui n'en est absolument pas une du tout. Et pour cela, ils vont devoir recourir à une augmentation drastique des notes d'électricité. Et ils le savent que Joe le Prolo il va recevoir sa note d'électricité. Mais il se souvient que sur LC, il a vu « Oh, ça vient encore de ces connards qui touchent 5000 balles par mois, Jacqueline! Ils ont encore augmenté la facture !» Bah oui, parce que c'est comme quand la pervenche, elle te met un PV. Dans ta tête, c'est la pervenche, mais en fait, non, c'est l'État qui te l'a mis. Et toutes les semaines, ils font ça, ils te prennent un groupe différent, EDF, SNCF, RATP, ils t'expliquent pendant un quart d'heure pourquoi ils sont privilégiés, et puis ensuite, ils te disent, voyez, il faut bien faire quelque chose, mais ça veut rien dire. L'égalitarisme que vous prenez n'est là que pour justifier un nivellement quasi collectif vers le bas. Et si je dis quasi collectif, c'est parce que les seuls qui ont réussi à obtenir satisfaction sur la réforme des retraites, ce sont les professions qui ont fait chier le gouvernement et qui ont foutu un tel bordel en France qu'ils ont fini finalement par avoir le droit à un régime d'exception de la part du Premier ministre. Vous nous aviez fait le même coup il y a 2 semaines avec la SNCF en nous rappelant à quel point ils étaient privilégiés, n'hésitant pas à nous ressortir la vieille fake news du chauffeur de TGV qui gagnerait 6000 nets par mois. Alors qu'encore une fois, la SNCF d'aujourd'hui, c'est loin d'être la SNCF d'hier. Alors on est aujourd'hui réunis à la gare de Saint-Brieuc pour enterrer la SNCF, née en 1937 et qui, à l'aube de ses 81 ans, disparaît ce soir à minuit pour faire place au 1er janvier à une SA, une société anonyme. Là, ceux qui voulaient la privatisation, ils l'ont là. C'est ce soir à minuit. Il n'y a pas une journée sans que la télé fasse des remarques totalement infondées. La prime charbon par exemple. La prime charbon, moi, je joue Facebook, tous les jours c'est partagé en masse, ils touchent la prime charbon. Je suis rentré en 2006, la prime charbon elle a disparu en 74. Je ne connais pas un cheminot, même autour de moi les anciens, qui touchent la prime charbon. Mon premier salaire, si je dis pas de bêtises, c'est 984 €. La SNCF est une des seules boîtes, voire la seule boîte de France, qui embauche en dessous du SMIC. Pour vous donner des exemples, on a des collègues des guichets qui arrivent en fin de carrière et qui doivent être à 1400 €. Prime comprise. Très loin de ce que disent la télé. Très très loin. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un cheminot cotise à 46% pour sa retraite. Un salarié du privé, 27%. En moitié moins de temps, un cheminot, il a cotisé autant que toute une carrière de quelqu'un du privé. Et donc, avec ça, on nous disait, voilà, comme tu cotises beaucoup plus, tu vas partir plus tôt. Sauf que l'eau a coulé sous les ponts. Et depuis Sarkozy, on doit cotiser 43 années. En rentrant à 18 ans, en cotisant à 46%, je devrais partir à 61. Et maintenant, on me dit, ils vont partir à 64 comme tout le monde. Mais il n'y a pas de souci. Mais qu'on me fasse cotiser 27%.
Non mais sans déconner les journalistes, vous pouvez pas faire un minimum votre travail correctement. Heureusement qu'il reste des beaux exemples, hein, comme Christophe Barbier. Ah ça c'est un journaliste comme on n'en fait plus. Lui, il privilégie l'enquête de terrain. Il privilégie le fait d'être au cœur des sujets. Et ça c'est quelque chose qui nous manque, je trouve, dans le paysage journalistique. Merci Christophe. Pour l'instant, honnêtement, malgré la confusion des sondages, le soutien à la grève des Français, il est faible. Et bim, bah ça c'est bien, Christophe, il n'a pas peur de donner des opinions qui vont contre la doxa. Mais lui, il peut se le permettre parce qu'il sait de quoi il parle. Il reste pas derrière sa photocopieuse ou sa machine à café. Il va sur le terrain. Ah si, il y va. Ah ça se voit qu'il a passé du temps sur le terrain. Regarde son teint, il est orange. D'ailleurs, je savais pas qu'il faisait aussi chaud que ça en janvier en France sur les ronds-points. Enfin bon bref, c'est pas grave. Il est orange. Et ça fait 15 jours qu'on l'a pas vu. Donc il est sur le terrain. Voilà. Gilet jaune, section Maldives. Et alors, Christophe, faut y aller un minimum, voir ce qui se passe dans le monde réel. Christophe Barbier, se confronter au terrain pollue l'esprit de l'éditorialiste. Bah autant pour moi alors. Après attention, hein, la critique de BFM c'est un peu un truc facile de dissident de 2010. BFM TV est quand même une chaîne qui a un certain nombre de mérites. Et le plus grand d'entre eux c'est, en tout cas c'est mon avis, hein, c'est de faire très régulièrement des sondages. C'est une chaîne de télé qui fait très régulièrement des enquêtes d'opinion auprès des gens qui la suivent, afin ensuite que les éditorialistes qui présentent les émissions puissent tenir un point de vue qui soit conforme à ce que pensent les gens qui les regardent. C'est pour ça que quand vous regardez BFM, parfois vous trouvez que leurs sondages sont un petit peu bizarres, mais c'est normal, parce que ce sont ceux de leur auditoire. Et je trouve que c'est bien d'avoir une chaîne de télé qui laisse à chaque Français, d'ailleurs en l'occurrence, parce que vous pouvez participer, mais vous le faites pas parce que vous êtes des gros complotistes à la con, vous pouvez participer au sondage de BFM TV. Donc au lieu de gueuler, je vous prierai de vous essayer au jeu de la démocratie, je vous mettrai le lien en description de la vidéo. Donc voilà le dernier sondage de BFM TV. Est-ce que la France va mieux depuis l'élection d'Emmanuel Macron? Et vous avez le choix entre oui ou oui mais les Français ne s'en rendent pas compte. Ce n'est pas une plaisanterie, ce n'est pas un photomontage. Voilà. La blague est déjà dans l'énoncé du truc. Donc, est-ce qu'à un moment, vous avez décidé de me piquer mon boulot ou pas? Dites-moi, vous êtes bien au courant d'ailleurs que vous allez obtenir un résultat de satisfaction envers Emmanuel Macron de 100%. Vous êtes... Non, mais c'est... Voilà. C'est juste pour savoir si vous êtes prêt à franchir cette étape importante. Ah si, c'est une étape importante, c'est celle qui sépare la démocratie d'une dictature. Vous allez aller devant les gens, comme ça, à la télévision, et dire 100% des gens sont derrière notre leader suprême. Tu vois, dans l'histoire d'une démocratie, c'est quand même un certain palier. Donc là, c'est plus le sketch de Gad Elmaleh, c'est le sketch de Dieudonné sur le dictateur camerounais. D'accord. Ah non, c'est vrai, ils sont encore à 100%, ils n'ont pas encore osé 104, 108, c'est vrai. Pour l'instant, il y a une certaine pudeur et une certaine modestie. Après, la parole journalistique est peut-être pas très audible, il est vrai, mais heureusement, la parole politique, elle l'est. Donc faut arrêter maintenant tous les réacs opposés au progrès, à la réforme des retraites. Je veux dire, si on n'a pas vraiment compris, mais une chose est sûre, on va se faire baiser. Ben, si vous vous documentez pas, faut pas vous plaindre. Il fallait écouter la parole politique. Elle est tellement claire depuis le départ. Le président a enterré l'âge d'équilibre à 64 ans. Il préfère jouer sur la durée de cotisation. Je préfère qu'on trouve un accord sur la durée de cotisation plutôt que sur l'âge. Ça me semble plus juste. Le président a enterré l'âge d'équilibre à 64 ans. Mais la réforme va instaurer un âge d'équilibre. Un âge d'équilibre à 64 ans. Cet âge pivot de 64 ans risque d'être perçu comme une remise en cause de l'engagement présidentiel d'un âge légal maintenu à 62 ans. Ce serait assez hypocrite de décaler l'âge légal. Bon courage déjà pour arriver à 62 ans. C'est ça la réalité de notre pays. Et alors on va dire non, il faut maintenant aller à 64 ans. Il faudrait fixer cet âge à 64 ans. Il faut maintenant aller à 64 ans. Vous savez déjà plus comment faire après 55 ans. Les gens vous disent les emplois c'est plus bon pour vous. C'est ça la réalité. C'est le combat qu'on mène. On doit d'abord gagner ce combat avant d'aller expliquer aux gens, mes bons amis, travailler plus longtemps. Nous allons devoir inciter les Français à travailler plus longtemps. Mes bons amis, travailler plus longtemps. Il faut dire aux Français que nous allons travailler plus longtemps. Mes bons amis, travailler plus longtemps. On va devoir travailler plus longtemps. Je ne fais pas de réforme de retraite pour conduire des économies. Cette réforme doit à terme produire des économies. L'objectif n'est pas de faire des économies avec la réforme des retraites. Et donc si on fait cette réforme qui dégagera des économies, on doit pouvoir faire pour toutes celles et ceux qui entrent à la retraite, la réforme qui fait que ils auront 1000 €. Est-il exact, Monsieur le Président, que vous vous êtes déjà engagé à préserver le régime spécial des policiers? Non, nous sommes engagés à rien. Si je commence à dire on garde un régime spécial pour l'un, ça va tomber comme des dominos. Hein. Parce que derrière, on me dira, vous faites pour les policiers, donc les gendarmes. Donc ensuite, on me dira, vous faites pour les gendarmes, donc pourquoi pas pour les infirmiers et infirmières, les aides-soignants. Et puis on va refaire nos régimes spéciaux. En 2 temps, 3 mouvements, on y est. S'agissant des policiers, ils garderont un système spécifique parce qu'ils risquent leur vie pour nous. Derrière, on me dira, vous faites pour les policiers, donc les gendarmes. Les gendarmes, les gardiens de prison, les militaires bien entendu.
conserveront le bénéfice de dérogation d'âge. Si je commence à dire on garde un régime spécial pour l'un, Les routiers qui entrent dans le mouvement pour défendre notamment le congé de fin d'activité qui leur permet de partir à 57 ans. Ce congé de fin d'activité, il sera maintenu. ça va tomber comme des dominos. Hein. Dernière concession en date, celle accordée aux pilotes de ligne. Question non plus d'âge pivot à 64 ans. Ils pourront cesser de voler dès l'âge de 60 ans. Comme des dominos. Hein. De nombreuses professions ont obtenu des dérogations et pourront continuer à partir à la retraite plus tôt. Les policiers, les marins-pêcheurs, les chauffeurs routiers, les douaniers, les pompiers, les militaires et maintenant les pilotes de l'air, hôtesses et stewards. À force de concessions, le gouvernement ne serait-il pas en train de refaire nos régimes spéciaux? En 2-3 mouvements, on y est. Bon après, bien évidemment, je le sens, parmi vous, il reste encore des sceptiques. Traduction des conspirationnistes, des gens qui ne sont pas séduits par les arguments de la République En Marche en faveur de cette réforme des retraites. Eh ben, soyez rassurés, je voulais pas sortir ce joker, mais je sens votre complotiste de derrière la caméra, donc je sors le joker de la manche. Tant pis, y a pas le choix, j'ai l'argument imparable. Enfin, en tout cas, c'est pas moi qui l'ai, le gouvernement et les défenseurs, à plus large échelle d'ailleurs, de la réforme des retraites, ont un argument imparable. On l'entend sur tous les plateaux de télé, on l'entend sur tous les plateaux de radio. Donc là, vraiment, c'est l'argument contre lequel vous ne pourrez rien faire. En l'occurrence, une citation. Comme l'a très bien dit le Premier ministre l'autre jour sur votre antenne, il faut savoir terminer une grève. Il faut savoir terminer une grève. Il faut savoir arrêter une grève, comme disait l'autre. Il faut savoir finir une grève. Ah bah voilà. Eh ben c'est bien. C'est novateur, c'est pas un truc qu'on a déjà vu avant. Il faut savoir terminer une grève. Oh, c'est petit, c'est très petit de faire ça. Le président de la République reprenait effectivement une citation de Maurice Thorez en 1936, il faut savoir arrêter une grève. Alors c'est super à l'heure de vous mettre tous à l'unisson comme ça, c'est synchro, dis donc, il n'y a pas une note de traviole, mais pourquoi vous nous avez servi la Director's Cut? Ah ben si, parce que vous l'avez coupé la phrase. La phrase originale, c'est « il faut savoir arrêter une grève une fois que satisfaction a été obtenue ». Pourquoi vous mettez pas la deuxième partie? C'est bizarre cet oubli successif. Donc la prochaine fois que vous entendrez quelqu'un En Marche ou autre vous sortir ça comme argument en faveur de la réforme des retraites, eh ben vous saurez qu'il se fout de votre gueule. Voilà. C'est pas moi qui me serais fait baiser. On va attaquer notre dernier sujet de débat malgré tout, à moins que Greg Tabibian ait quelque chose à dire. Tout à l'heure on disait il faut une grève, il faut savoir l'arrêter. Mais c'est Maurice Thorez qui a dit ça un jour. Non mais elle va secrétaire général du parti. Finir une grève. Ah merde. Ah oui, j'ai rien dit, quoi, comme une merde, je pense on peut le dire. J'ai laissé couler toute l'émission. Oui, j'ai même répété 2 fois la phrase tronquée. Oui, je suis d'accord, je me suis fait Thorezode. Ah ben voilà, je sens que ça va encore se foutre de ma gueule. Et vous auriez fait mieux peut-être? Faut arrêter de rêver, les Spartacus du dimanche. On a perdu la guerre. Glaber, il a gagné. Donc on plie nos Gaules dans la dignité et puis c'est marre. Non mais c'est vrai, c'est de notre faute en plus. Je veux dire, pourquoi on s'est entêté avec cette histoire de réforme des retraites? Je pense qu'il faut qu'on commence à se focaliser sur des combats qu'on a une chance de gagner. Je veux dire, c'était foutu dès le départ, là on pouvait rien faire. Elle l'avait dit jour 1, Christine Lagarde, elle avait dit la réforme des retraites, traduction la confiscation de l'épargne des Français pour la refiler au fonds de pension américain, c'est un impératif. Donc en général, quand Christine elle dit un truc, ça se fait. Elle est où ma retraite? Christine Lagarde. Quoi? Ah non! Allez, elle est niveau Hanouna, celle-là, sans déconner. Elle passe, non? Bon allez, je vais mettre mon t-shirt Black Carambar. Et depuis qu'ils ont décidé que ça allait jouer en mode ça passe ou ça passe, les députés LREM, ils en ont plus rien à foutre. Tu peux tenter d'argumenter avec eux tant que tu veux, ils ont réponse à tout. Je voudrais quand même pas partir de ce plateau sans... J'ai lu hier le projet de loi. Voilà, je me suis tapé le projet de loi. L'article 64 que j'invite, on peut le télécharger, l'article 64. Alors on nous dit, c'est pas du tout la retraite par capitalisation. Le dernier article, il est consacré à une seule chose, je vous donne dans le mille, la retraite par capitalisation, et je voudrais quand même lire cette phrase. Le secteur de l'assurance est appelé à se mobiliser afin que le recours à ces véhicules se généralise. Je vous le dis et je vous le répète, il y a dans la réforme du système à points l'introduction du système de retraite par capitalisation. Il y a BlackRock derrière tout ça. Comme la Préfond. Non mais alors vous l'avez pas lu, attendez, vous l'avez pas vu vous, Bruno Bonnel? C'est le Conseil constitutionnel qui a dû vous passer le texte de loi. Je sais pas, parce que justement ça a encore été répété tout à l'heure par le Premier ministre dans l'Assemblée, qui serait présenté par le gouvernement. Vous pouvez le donner. La question c'est de savoir d'où vient ce texte. Ça veut dire que il a tout à l'heure été dit par le Premier ministre dans l'Assemblée nationale, qui est censé quand même être l'organe qui va discuter et débattre le texte, qui serait présenté le 24 janvier au gouvernement. Et ensuite, il serait présenté à l'Assemblée nationale. Il a peut-être fuité, non? Non, mais fuité ou pas fuité, ça veut dire que la valeur d'un texte qui fuite, pour moi, en tout cas vis-à-vis de l'information qu'on doit donner de façon objective, elle n'a pas de... Ah oui! Ah carrément!
C'est-à-dire qu'en fait, tu tentes le mind trick façon Jedi, mais sans le geste des mains. C'est culotté comme démarche. Donc là, le mec, il te dit, il y a un document qui est leaké qui prouve que depuis le départ de la combine, c'est un truc lié à BlackRock. Et toi, tu lui réponds, oui, mais comment avez-vous obtenu ce document? On s'en bat les couilles, comment on a obtenu ce document? Si c'est un vrai document, c'est un vrai document, qu'il est leaké ou non. Non, Bruno Bonnell, il te dit, cette information n'a pas de valeur. C'est-à-dire, c'est même pas que, elle est fausse, elle n'existe pas. C'est même pas que c'est vrai ou c'est faux, ça a disparu. Il te dit, le seul endroit qui peut produire de l'information qui soit considérée comme véridique concernant un texte de loi est l'Assemblée nationale. Tout texte de loi qui n'émane pas des institutions de l'État, enfin, toute information, pardon, qui n'émane pas des institutions de l'État n'existe pas. Il vient de nous donner la définition d'une dictature. Après, pouvions-nous en attendre moins de la part de Monsieur Infogramme? Oui, je rappelle, Infogramme, voilà, créé par Bruno Bonnell, le monsieur qu'on vient de voir, Alistair Bonnell, même on l'avait appelé parce qu'il ressemble à Crowley. Donc voilà, si tu veux, c'est le mec de Tintin au Tibet, sur Super Nintendo. Donc inutile de te dire que les gens de ma génération ont un grief vis-à-vis de lui, qui est largement antérieur à cette histoire de retraite. Hein, parce que c'est un assassin, le type. Si tu lui demandes la vie profonde, ce qu'il a réellement lui, il est capable de te dire, ah, moi je pense qu'il faut donner les retraites uniquement aux gens qui arrivent à finir Fantasia sur Mega Drive. Après, rassurez-vous, il y a des paroles politiques qui ne se foutent pas ouvertement de notre gueule, à commencer par celle de notre leader suprême qui a une nouvelle fois pris la parole. Dans un cadre démocratique, il y a une chose que je ne peux pas accepter, c'est la haine, la violence et l'irrespect. La haine, la violence et l'irrespect, on a le droit de le faire dans une dictature. Nous sommes dans une démocratie. Nos dirigeants ne nous plaisent pas, on vote contre eux. On en vote pour d'autres. Et comme dans toute démocratie, il y a un fait majoritaire avec ses règles qui sont constitutionnellement définies ou ensuite par la loi organique ou la loi. Et donc dans une démocratie, le respect, la non-violence sont un devoir. Sinon on casse la démocratie. Non, j'y arrive pas. Je suis désolé. Alors tu vois, tout à l'heure on disait Bruno Bonnell, il y a un petit côté Rogue One, tu vois, c'est plus frais que les trucs habituels. Mais là, Macron, on est vraiment sur un truc, ah non, il n'y a pas de saveur. Faudrait voir si on peut pas faire un truc au montage. Dans un cadre démocratique, il y a une chose que je ne peux pas accepter, c'est la haine, la violence et l'irrespect. La haine, la violence et l'irrespect, on a le droit de le faire dans une dictature. Le respect, la non-violence sont un devoir. Sinon on casse la démocratie. Ah bah voilà, là tout de suite c'est plus clair. On sent mieux le foutage de gueule. Après c'est sûr qu'ils vont pas nous montrer les images, hein, surtout qu'ils ont déjà du mal avec les mots. Oui, les députés En Marche, là c'est Malaise-Land. Ils sont sur les plateaux de télé, les uns après les autres, les ministres, les députés, les machins, et personne ne dit le mot violence policière. Ou alors ils ont fêté un jacadi, un jeu de gage à la con, et personne n'a le droit de lâcher le mot, mais personne n'ose y aller. Moi, je parle pas du terme de violence policière parce que je veux pas laisser le sentiment qu'il y aurait finalement... Pas de violence policière. Non. Alors comment qualifiez-vous Il y a des dérives. Ouais, de la bagarre, essentiellement de la bagarre. C'est le sketch de Dieudonné, votre truc. Dites-le, le mot. Quand il y a eu des fautes, elles sont systématiquement sanctionnées. Des fautes, d'accord. Elle y va modeste. Petite cibette. Ouais, dans la modestie. Bon, après, bien sûr, elle tente d'expliquer son propos. Et là, c'est comme d'habitude, une phrase qui n'a absolument aucun sens. Et si il y a de la part des Français une forme de défiance parce que les moyens de cette sanction, les enquêtes telles qu'elles sont menées peuvent parfois laisser à penser que c'est pas fait avec un bon équilibre entre défense et entre guillemets accusation, évidemment qu'on doit faire des progrès. Je le crois très profondément. Aucun crime n'est impuni dans notre pays. Oui, mais je suis d'accord, aucun crime ne reste impuni. Mais c'est normal. C'est parce qu'en fait, ils n'ont pas le temps d'être qualifiés comme des crimes, puisqu'il n'y a pas de procès, en fait. Voilà, c'est ça le problème. C'est qu'en fait, à chaque fois, on a l'IGPN qui avant dit, il n'y a rien eu, c'est bon. Donc, si à chaque fois qu'il y a l'IGPN, qu'il faudrait d'ailleurs sérieusement renommer en institution du « il n'y aura rien hein, », je pense que ce sera plus clair pour tout le monde, qui bloque le truc, c'est sûr qu'il n'y a pas de crimes qui vont rester impunis parce qu'il y a des erreurs de jugement. Il y a eu, très clairement, des images. Il y a aujourd'hui des affaires dans lesquelles je ne veux pas me prononcer, elles sont devant la justice. Des comportements qui ne sont pas acceptables. Oh joli, je l'avais pas celui-là. On pourrait faire un jeu hein, avec les synonymes. Des comportements qui ne sont pas acceptables. Oh putain, ah ouais, on est éloigné du projet. Hein. C'est même pas que le mec se mouille pas. C'est que genre il y a une bâche sur la piscine. Quand il y a un usage disproportionné de la force. Ah, ça c'est plus proche de la réalité. Un usage disproportionné de la force. Faites attention, peut-être que le mec est en train de parler de Star Wars. Non mais on sait pas. Attendez. Non, attends, parce que là on est bien d'accord que leur jeu de gage à la con depuis le matin, là, c'est de ne pas employer le même mot. C'est-à-dire, ils disent pas violence policière, mais chacun doit aussi avoir un mot différent. Hein, mais du coup, il reste quoi pour Castaner? C'est l'honneur de la police qui est en jeu. On ne fait pas de croche-pied à l'éthique. Quoi?
des croche-pieds à l'éthique. Ah, ils se sont pété la gueule, l'éthique. Mais non. Non, franchement, c'est dégueulasse ce que vous avez fait au gouvernement, c'est inhumain de faire ça. Je sais que c'est Rantan-Plan, mais c'est quand même un être humain et un collègue de travail. Respectez-le, bordel, un minimum. Parce que je sais ce qui s'est passé, vu que la consigne du jeu, hein, c'était de pas tous dire le même mot. Ben, vous avez tout mis dans un petit chapeau et vous avez pioché. Sauf que vu que Rantan-Plan, il arrive à 11h du mat, complètement bourré en mangeant de cuite du Macumba tous les matins, et ben du coup, il a pioché en dernier. Hein, et vous le saviez que ça arriverait d'ailleurs. Vous auriez pu l'attendre 3 heures et faire ça avec lui. Qui c'est qui a marqué croche-pied sur l'affiche? Parce que vous le savez très bien que 2 jours avant, il y avait eu ça. Non, franchement, arrêtez avec Rantan-Plan, ce n'est pas un jouet. Il y a des dérives, on en a vu à travers des vidéos. Non, sans déconner, je pense qu'à un moment, vous pouvez lâcher le mot, quoi. Surtout quand les violences policières, elles se voient autant que ça. On a bien compris que vous vouliez plus de manifestants dans la rue. Il y a un petit projet, pas dans la rue. Ah, bah d'ailleurs, les flics ont récemment mis à jour la célèbre méthode Marion Seclin, point A, point B. T'as vu, ils font la transition entre le point A et le point B par les tifs. Non, c'est sympa comme projet. D'ailleurs, petite question pour Marlène Schiappa. Oui, d'avoir les violences faites aux femmes, on est bien d'accord que ça s'arrête à la frontière de l'uniforme et de la matraque. On est bien d'accord, voilà, non, c'était juste pour avoir une précision. Mais bon, quoi qu'il arrive, c'est peut-être mieux qu'aller fermer sa gueule plutôt que d'essayer de répondre. Monsieur Bourdin, s'il vous plaît, ne me manspreadez pas, Monsieur Bourdin, vous me manquez, Monsieur Bourdin, je vous rappelle, s'il vous plaît, que cette agression a été commise place d'Italie, et je ne crois pas, Monsieur Bourdin, que ce soit mon rôle de m'exprimer sur les actions d'un gouvernement dans un pays étranger, Monsieur Bourdin. Ne me regardez pas. Ah d'ailleurs, puisqu'on en est à parler de pays étrangers, notre leader suprême, oh, putain, ça, il est en forme en ce moment. Ouais, il a dit Donald Trump c'est de la merde. Oui, le plan de Donald Trump pour le Proche-Orient qui consiste à avoir une solution en 2 États. Et ben là, pose caca, il a dit à Netanyahou, allume ton oreillette parce que là je vais niquer 60 ans de diplomatie française. Et il a dit non, il faut pas 2 États, il faut 2 souverainetés. Oui, il conçoit plusieurs souverainetés à l'intérieur de l'État. Bref, son rêve pour la France, son rêve pour l'Europe. Après, faut pas lui en vouloir de proposer à Emmanuel, hein. Bah, il essaie de se refaire un petit peu en ce moment. Bah, sa dernière visite chez le peuple élu, là, ça s'est pas très bien passé. We know perfectly, everybody knows the rules. I don't like what you did in front of me. Go outside. I'm sorry, but we know the rules. Nobody has to provoke, nobody, okay? We keep calm. We had a wonderful work. You did a great job in the city, I do appreciate, guys. Please respect the rules as they are for centuries. They will not change with me. I can tell you. Okay? So everybody respects the rules. Please. Waouh, ça c'est novateur comme concept. Après Copy Comics, Copy Politics, ou quand Pose Caca, après s'être déjà comparé à Kennedy, se lance dans le cosplay Éco Plus de Jacques Chirac. Qu'est-ce encore comme problème? Je commence à en avoir assez. What do you want? Me to go back to my plane and go back to France? Is that what you want? Then let them go. And let them do. No, that's no danger, no problem. No, this is not a method. This is a provocation. That is provocation. Please, you stop now. Par contre, je sais que ça reste un remake Netflix, mais au moins vous auriez pu faire un minimum d'effort pour l'accent, c'est dégueulasse. Je veux dire, l'autre, à chaque fois qu'il fout un pied chez les Britons, il a un accent impeccable sorti d'une pub Wall Street English, mais alors dès que il est ailleurs et qu'il a besoin de looker vraiment franchouillard, l'accent il est in the pocket. Surtout que c'est nul en plus, t'as oublié la meilleure réplique. Please, you stop now. Bonjour. Enfin, la deuxième meilleure réplique, parce que pour beaucoup de gens c'est celle-là, mais pour moi ça reste ce qu'il y a juste après. À midi, à l'hôtel King David, Benjamin Netanyahou présente ses excuses. C'est fou les images d'archives, t'as vu, en remontant vraiment loin dans le passé, on arrive même à trouver des moments où Israël s'excuse. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, le Mossad dans ce temps-là. Après, on sent vraiment la colère du mec, hein. On sent vraiment que le type fait le malin parce qu'il est en terre promise, mais alors, dès qu'il est en France, il peut même plus assister à une soirée sans être obligé de se faire exfiltrer.
Bon, après, soyez rassurés, les militants, traduction, les bots, hein, les plus hardcore de la République En Marche étaient là, heureusement, pour nous apporter la vérité. Il est même sorti sous les applaudissements du public et des badauds dans la rue et a pris le temps de serrer quelques mains. C'est une tentative grossière de faire croire à l'impopularité de notre président. Eh bah dis donc, et c'était à quelle heure la standing ovation sinon? À mon avis, LREM en fait c'est comme Marvel. Il y a Terre 1 et Terre 2. C'est pas le même univers, il s'y passe des trucs différents, mais il y a deux réalités. Tu vois, c'est bien pour le mec de l'UPR un peu dépressif qui se dit ouais, la France c'est de la merde, déjà qu'on a plus notre empire, maintenant on n'est plus qu'une province de l'Europe. Eh ben non les pessimistes, la France elle est tellement grande, elle est tellement gigantesque que c'est devenu un multivers. Non, sans déconner, Postcaca, c'était un peu too much quand même, le pétage de plomb. Tu pouvais pas y aller mollo et puis laisser les journalistes faire leur travail d'information. Emmanuel Macron qui a pris le soin de rencontrer le Premier ministre israélien et le président israélien ce matin, qui rencontrera cet après-midi Yasser Arafat, le président de l'autorité palestinienne. Une position équilibrée donc, et un appel à la paix et au dialogue entre les différentes communautés ici. Oh là 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 là, mais c'est dingue ça! Non seulement on est en direct, mais en 1996. Donc en fait, t'as multivers plus voyage dans le temps. Faites attention, c'est compliqué à gérer comme intrigue, c'est ce qu'a tué Dragon Ball Super. Donc déjà qu'on se tapait un reboot de la politique de Giscard, mais en plus de ça, il se passe dans les années 90. Non franchement, on dit qu'on a plus de scénaristes en France. Par contre, BFM TV, j'espère que vous avez embarqué de la bobine. Hein. Ah moi j'ai pas envie de manquer l'apéro avec Nelson Mandela et la réunion au sommet avec Ronald Reagan pour désamorcer le conflit. Ou alors, autre possibilité, Schiappa lui a vraiment donné des cours de sorcellerie et il arrive à ressusciter les morts. Bah quoi, déjà qu'ils les font voter? Après, trêve de gaudriole, je suis sûr que tout ça, ça va vraiment arriver un jour. Hein. Le coup de la propagande des morts. Quand tu vois les dernières productions cinématographiques, comment ils arrivent à considérablement créer totalement en images de synthèse des acteurs, comme ils l'ont fait dans les Star Wars pour les plans de Rogue One pour Leia Organa, ou comme ils le font dans les derniers Marvel, je suis sûr qu'un jour, vu que maintenant on arrive à avoir des animations ultra réalistes en images de synthèse de personnalités qui parlent et qui sont décédées, je crois qu'ils vont le faire. Je crois qu'un jour, on aura des campagnes politiques où il y aura De Gaulle en CGI qui dira dans des pubs de campagne « Oui, moi, je vote pour tel ou tel candidat, je choisis le Progrès En Marche. » Écoutez, je prends les paris, je suis pas sûr que ce soit impossible. Après, je vous rassure, il n'y a pas que Postcaca qui se prend la tête avec le peuple élu en ce moment. Ah non, visiblement, l'épidémie se répand, là. Il y a la gauche aussi. Oui, Raquel Garrido. Putain, Raquel! Qu'est-ce que t'as foutu encore, Raquel? Ouais, Raquel, elle a un peu déconné. Elle était chez Hanouna. Et un soir, bon, elle avait pris trop de café et elle s'est lâchée. Et elle a dit, si Blanquer avait dit pas de kippa en sortie scolaire, il ne serait plus ministre. Inutile de te le préciser, les 48 heures suivantes ont été assez difficiles à gérer émotionnellement. J'espère qu'elle a mis le portable sur vibreur, parce que sinon elle était partie pour la cucaracha pendant 2 jours. Après, sans grande surprise, bien évidemment, Raquel Garrido a fait marche arrière. Enfin, marche arrière. Triple salto arrière avec double réception en piqué. Ce qui m'a le plus choqué dans cette façon de jeter cet anathème contre moi, ce mot antisémitisme, c'est que pour moi, l'antisémitisme, c'est pas une opinion dont on organise tranquillement la contradiction. Si tu penses que je suis antisémite, il faut me virer sur le champ. Sûr, bah oui. Sur le champ. C'est pas acceptable qu'il y ait des antisémites autour de la table de Balance ton poste. C'est sûr. Ah bah voilà, c'est très bien ça. Par contre, toute petite question qui me vient comme ça. La première partie officielle du CCIF qui était là la semaine d'avant, là, voilà, pour... non, on va pas citer son nom, il est très procédurier, mais le mec qui expliquait à Jean Messia que français c'était plus ou moins une race. Voilà, lui, par contre, il peut toujours venir à l'émission. D'accord, voilà, c'est juste les antisémites, que tout le monde soit au clair. Les antisémites que dans la tête, déjà, tu penses qu'il y a un lobby juif. Moi, je pense pas qu'il y a un lobby juif. Moi, je pense pas qu'il y ait de lobby juif. Bah alors, il faut arrêter de parler de politique, Raquel. Mais non, mais parce que quand la lâcheté confine à un tel degré qu'elle te pousse à la naïveté, ça devient légèrement désagréable pour l'auditeur qui est en attente d'une parole politique. Hein, oui, t'es plus politicienne, d'accord, super. Tu fais de la politique tout le temps. Tout le monde fait de la politique tout le temps, quasiment de toute façon. Parce que quand tu me dis, il n'y a pas de lobby juif, j'ai envie de te dire, ma pauvre fille, il faut se réveiller. T'es en train de dire quoi? Que les juifs sont le seul peuple de la planète, la seule communauté de la planète qui ne s'organise pas en lobby. Non, il y a des lobbies arméniens, il y a des lobbies polonais, il y a des lobbies russes, il y a des lobbies des joueurs de pétanque des Yvelines. Ils n'ont pas tous la même influence, mais tout le monde s'organise en lobby, si tu veux. Non, les juifs, non, c'est une sorte de peuple cristallin de pureté, comme ça, qui ne s'organise jamais pour défendre ses intérêts. Nous, on se fait péter la gueule depuis 3000 ans.
ça nous va. Ouais, on s'est habitué, on n'a pas envie de se défendre, on n'a pas envie de s'organiser. C'est absurde, tu le sais pertinemment qu'il y a un lobby juif, tu sais pertinemment qu'il y a plein d'autres lobbies, et que c'est comme ça. Et le plus dingue en plus, c'est qu'elle dit il n'y a pas de lobby juif, elle précise même pas en France. C'est-à-dire qu'elle nie l'existence d'un lobby juif tout court. Hein, c'est-à-dire que l'EPAC aux États-Unis, qui se définit lui-même comme un lobby juif, non, ils savent pas de quoi ils parlent. En plus, Raquel, ce que tu fais, ça aide pas le patron, quoi. Enfin, le patron, ton ancien patron, parce que c'est vrai que maintenant ton patron c'est Hanouna, mais avant c'était Jean-Luc Mélenchon quand même. Ah bah il avait pas besoin de ça à rajouter à son dossier. Expliquez-nous. Expliquez-nous, Nicolas, parlons de Jean-Luc Mélenchon, de la France insoumise et de ce qui se passe avec les propos tenus. Le CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, dénonce les propos inadmissibles de Jean-Luc Mélenchon. Le leader de la France insoumise s'en est pris au Conseil représentatif, donc au CRIF, en commentant le résultat des élections britanniques. Effectivement, tout est parti de la cuisante défaite en Angleterre des travaillistes de Jeremy Corbyn jeudi dernier. Et sur son blog, Jean-Luc Mélenchon a commenté cet échec de la gauche britannique en expliquant Corbyn a subi des accusations d'antisémitisme de la part du grand rabbin d'Angleterre et d'après Jean-Luc Mélenchon, Jeremy Corbyn a commis l'erreur de s'excuser au lieu de riposter. Et il ajoute, pour ma part, je ne céderai pas, non à la retraite par points, non à l'Europe allemande et non aux genuflexions devant les zoukés arrogant du CRIF. C'est cette dernière phrase qui a provoqué la colère donc de l'institution le comité des représentatifs des institutions juives de France qui a donc qualifié de choquant et d'ignoble ces propos. Inutile de te le dire, il n'a pas fallu attendre longtemps avant que le concerto démarre. Chef d'orchestre, le CRIF, ils ont donné la première note. Si bémol, tout le monde suit. Francis Khalifa, pardon, excusez-moi, mais chaque fois que je vois le mec qui défend le CRIF qui s'appelle Khalifa, ça me fait marrer. Propos inadmissibles, Jean-Luc Mélenchon à la dérive, avide de visibilité médiatique. Le mépris suffirait si ces propos inspirés de la rhétorique vichiste du complot juif ne faisaient pas de Mélenchon, avec une faute, un nouveau Doriot. Ah bah ça éclabousse. Inutile de te dire que là, t'as la moitié des avocats de Paris, ils sont sur répondeur. Donc BHL a enchaîné et finalement, ce sont les éditorialistes du quotidien qui ont achevé le travail. Plusieurs de ces propos ont fait vivement réagir. Pourquoi Mélenchon fait-il ça, Olivier Post ? En fait, c'est la longue chute de Jean-Luc Mélenchon, une chute électorale et une chute morale. Une chute morale. J'ai jamais entendu ça. Si elle a la morale, elle s'est pété la gueule. C'est complètement dingue. Bon, bien sûr, on a eu aussi les réactions d'Aurore Bergère, mais c'est pas étonnant. Elle est vice-présidente du groupe d'amitié franco-israël, puis toute la fine équipe, Caroline Fourest, Philippe Val, Gabriel Attal, tout le monde en fond de cinquième. Après, il y a quand même des gens sérieux qui ont réagi, comme la revue des Deux Mondes. Ah oui, il y a deux mondes en fait. En fait, ils font une uchronie dans laquelle Jean-Luc Mélenchon, c'est plus ou moins Pierre Laval. Mélenchon est le poison antisémite, la fin d'un républicain. On dirait du Star Wars sérieux. La fin d'un républicain. Tu sais, t'imagines Jean-Luc à la Anakin qui met sa capuche après avoir sorti des ruines, tu sais, du temple insoumis. Enfin, c'est sans déconner, Envoyez vos idées à Kathleen Kennedy pour la nouvelle trilogie. Après, c'est pas la première fois que Jean-Luc Mélenchon se prend la tête avec le CRIF. C'était déjà arrivé à l'époque de l'affaire Mireille Knoll, cette femme tuée de 11 coups de couteau. Et le CRIF avait dit tout le monde peut venir manifester en hommage, sauf la France Insoumise et le Front National. Bon, Jean-Luc, il y était allé en mode Osef. Ça s'était pas super bien passé. Dégagez! Ouais, bah ça va. C'est une honte! Dégage! Cassez-vous! Salopard! Le bâtard, moi! Non, le problème de Jean-Luc, c'est après, c'est quand il rentre de manif en général. Il est chez lui, tranquille, un peu stressé. Bon là, t'as Sophia qui lui fait un petit yaourt avec des amandes, un petit massage des épaules, l'autre s'il est détendu, et après, boum, il se lâche. Le peuple français n'aime pas l'allégeance à un gouvernement étranger. Ce pays est à nous, nous, les républicains. Il faut dénoncer la soumission au communautarisme. J'ai la prudence de ne pas en écrire davantage
de ce que je pense. Après, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que Jean-Luc Mélenchon est honnête dans ce qu'il dit? Est-ce qu'il pense vraiment ce qu'il dit ou est-ce que c'est juste opportuniste? Alors, je sonde pas les cœurs et les reins, mais à mon avis, il faut distinguer deux aspects. Le premier aspect, c'est que clairement, d'un point de vue électoral, Jean-Luc Mélenchon a tout à y gagner. Il y a trois avantages. Le premier, c'est que ça lui permet de s'exprimer sur les questions communautaristes, sur lesquelles il est très léger en ce moment. Le deuxième avantage, c'est que ça lui permet de brosser dans le sens du poil, par une rhétorique anti-sioniste. Un certain nouvel électorat de la France insoumise, dont on a déjà pas mal parlé. Et le troisième avantage, c'est que ça lui permet même d'aller draguer un peu les nationaux non-sionistes, les nationaux anti-sionistes communistes, les communistes traditionnels, qui ont quitté cette nouvelle extrême gauche pour rejoindre les rangs du Front National, et qui ne supportent pas la tournure, pour le coup extrêmement sioniste, du mouvement de Marine Le Pen. Et c'est d'autant plus facile de faire le coup que le CRIF a totalement besoin d'une nouvelle grande figure antisémite. Ils ont besoin d'un nouvel os à ronger, parce que Marine Le Pen, elle ronge plus rien du tout. Le vieux chien n'a plus de canine. C'est limite s'il aboie encore. C'est coucouche dans la niche et tu fais ce qu'on te dit. Enfin, tu fais ce qu'on te dit sur ces questions-là, t'as bien compris. Et Jean-Luc, il a le profil pour remplacer l'ancien grand méchant. C'est un petit peu comme Kylo Ren qui remplace Dark Vador. J'espère qu'il jouera mieux le rôle. Mais tout ça, ça suffit pas à invalider l'honnêteté de Jean-Luc Mélenchon. C'est évident qu'il le pense, ce qu'il dit. Si on regarde l'idéologie politique de Mélenchon, de là où il vient, il est évident que dans la tête de Mélenchon, le CRIF n'a rien à foutre en France. Bien sûr que les convictions de Mélenchon sont totalement antisionistes. Juste qu'il appuie plus fort que d'habitude sur le bouton, à un moment où il a plus à y gagner qu'à y perdre. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour. En ces périodes de changement civilisationnel, heureusement, il y a des institutions, il y a des traditions qui savent se prolonger, qui savent s'ancrer, et on apprend avec plaisir que le service public va continuer dans sa lancée, en tout cas a priori, puisque Delphine Ernotte est candidate à sa propre succession. Voilà! C'était compliqué de le dire que t'avais un problème avec la bite. Quoi? Si, au moins maintenant on sait quel est son problème à Delphine Ernotte. Elle nous a dit, elle a fait chier tout le monde, elle a viré plein de gens en disant il y a trop d'hommes blancs de plus de 50 ans à la télévision. Si t'es candidate à ta propre succession, ça veut dire que le problème c'est pas les blancs. Sans vouloir être désagréable, c'est pas les gens de plus de 50 ans, donc ça reste les hommes. Donc voilà, c'était ça le problème au départ. Mais pourquoi tu nous l'as pas dit? Après les gens se font des idées. Je suis pas content.